Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène appelé néoruralisation. Alors, la néoruralisation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand des citadins quittent leur ville pour s'installer à la campagne. Ce phénomène est propre aux pays développés. Dans les pays développés, certaines campagnes ont encore aujourd'hui des difficultés économiques, mais pas toutes. D'une manière générale, on peut dire que les jeunes partent des campagnes vers les villes pour trouver un emploi, puis reviennent au pays lorsqu'ils partent à la retraite, ce qui est une cause du vieillissement de la population rurale. Mais il faut nuancer, les campagnes ne sont pas uniformes en termes de population et d'économie, il y a de fortes disparités d'une région à l'autre. Le géographe Jean-Paul Diry, de l'université de Clermont-Ferrand, a établi une typologie des espaces ruraux en combinant l'occupation de l'espace et les critères démographiques et sociaux. Il décrit les campagnes agricoles, c'est-à-dire celles où l'agriculture a encore un point important dans l'économie, où même les emplois non agricoles ont un certain lien avec ce secteur. Genre, ils peuvent être dans l'industrie agroalimentaire ou dans les commerces et les services dépendants d'une clientèle agricole. Cela inclut notamment les pays du blé en Amérique du Nord, mais aussi certains plateaux de Castille, ainsi que la Beauce ou la Champagne. La deuxième catégorie, ce sont les campagnes fragiles. Ce sont des régions marquées par la déprise agricole, qui ont de nombreuses friches agricoles. Le déclin de l'agriculture n'y est pas compensé par d'autres activités. Du coup, l'exode rural continue alors qu'il ne touche pas ou plus les autres campagnes des pays développés. C'est là que les services, publics comme privés, partent massivement avec la population parce qu'ils coûtent trop cher à entretenir pour le peu qu'ils rapportent, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants. Cela inclut notamment des zones en moyenne montagne, là où l'altitude est trop basse pour mettre des stations de ski, mais trop haute pour pratiquer l'agriculture intensive, genre une partie du Massif central, de la chaîne scandinave, ou encore la Serrania de Ronda en Andalousie. La troisième catégorie citée, c'est les campagnes périurbaines. Elles ont la particularité d'être proches d'une grande ville, donc attractives pour des gens qui viennent y habiter, mais travailler en ville. Il y a plus de diversité socio-professionnelle. Les agriculteurs, ils sont très minoritaires, mais quasiment toutes les professions sont représentées, puisque la majorité des habitants travaillent dans la grande ville à côté. De plus, le paysage rural côtoie les lotissements qui se construisent massivement. Les sols sont donc plus artificialisés que dans les autres campagnes. Enfin, la quatrième et dernière catégorie, ce sont les campagnes dites vivantes. Ce sont des campagnes plutôt éloignées des grandes villes, mais qui ont malgré cela des densités plutôt importantes et assez peu d'agriculture. La déprise agricole y est très largement compensée par l'essor de l'industrie et du tertiaire. Le fait qu'il y ait beaucoup d'emplois peut rendre ces régions attractives. Ces campagnes vivantes sont très présentes en Allemagne, mais aussi dans certaines parties de l'ouest de la France, genre la Vendée. Parallèlement, la vie en ville présente des désagréments pour certaines populations, notamment les loyers qui sont jugés trop élevés, les transports, que ce soit les transports individuels ou les transports en commun, sont saturés. Les citadins ont aussi un important sentiment d'insécurité dans leur ville. Les rues sont sales, etc. La ville est perçue comme un espace très pollué, mais aussi trop artificiel pour certaines personnes qui veulent une vie plus au contact de la nature. Et enfin, les citadins sont aussi perçus comme moins avenants et moins sympas que les ruraux. La première vague de néoruralisation a eu lieu dans les années 60-70. À l'époque, il s'agissait de hippies ou de gens perçus comme marginaux qui quittaient Paris pour s'installer dans l'Ardèche ou dans les Pyrénées. Cette génération de néo-ruraux marquait les populations et les médias, notamment par son refus global du système et sa recherche d'une autarcie maximale. C'est l'époque des communautés culminant en France entre 300 et 500 de 1971 à 1973,
soit 5 000 à 10 000 communards l'hiver et 30 000 à 50 000 l'été, période d'intense circulation. Ces communautés s'implantent de manière sélective dans les angles morts du développement accéléré des Trente Glorieuses, c'est-à-dire essentiellement les zones de moyenne montagne du sud de la France, la bordure sud-est du Massif central où se trouve encore aujourd'hui la plus forte densité néo-rurale, notamment dans les Cévennes, mais aussi les Pyrénées ou certaines zones du département des Alpes de Haute-Provence. Cependant, certaines parties des Vosges, du Jura et des Alpes, ainsi que de Bretagne, sont aussi concernées. L'Ardèche, département le plus précocement et massivement concerné, compte une quinzaine de communautés qui sont des libertaires, des révolutionnaires, des mystiques ou des hippies, situées surtout dans le sud-ouest du département, dans la zone des Pentes, c'est-à-dire les Cévennes ou les Boutières, et beaucoup moins dans celle de plateau, de la montagne ou du bas-Vivarais. Mais la grande majorité des néo-ruraux appartiennent à la deuxième vague, qui est arrivée entre 1975 et 1985. Contrairement à la première génération qui souhaitait bâtir le fondement d'une société et d'un homme nouveau, la deuxième recherche plutôt un revenu et une certaine intégration à la société locale et un mode de vie plus sain et convivial et plus proche de la nature que ce qu'ils connaissaient dans leur ville. Les générations suivantes, jusqu'à celle d'aujourd'hui, partagent beaucoup de points communs avec la deuxième. Il fuit la ville car il n'aime pas le mode de vie hors sol qui lui est associé et préfère la tranquillité d'un grand terrain sans voisins proches, ainsi que l'accessibilité de la nature et la beauté des paysages. Comme toute migration massive, la néoruralisation est à la fois source de conflits et d'affinités entre les populations. Pour faire simple, il y a des néo-ruraux qui veulent s'intégrer et d'autres non, et il y a des ruraux qui s'entendent bien avec les néo-ruraux et d'autres non. Les conflits sont bien présents. Beaucoup de gens ont entendu parler du procès du coq Maurice. C'était sur l'île d'Oléron. C'était un coq dont le chant dérangeait un néo-rural venu s'installer à la campagne en pensant ne plus avoir les nuisances sonores associées à la ville. Il a donc attaqué en justice le propriétaire du coq, mais la justice a considéré que le chant du coq était du patrimoine et qu'il ne fallait donc pas l'empêcher de chanter de bon matin. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple. Il y a eu d'autres cas similaires, mais celui-là a été particulièrement médiatisé. Il s'agit ici de néo-ruraux qui sont venus en ayant une image très positive de la campagne, puis ont été déçus ou frustrés de voir que la campagne n'était pas aussi idyllique qu'ils le pensaient. L'autre source de conflit, c'est le fait que la venue de néo-ruraux entraîne une hausse de la demande de logement et donc une hausse des prix du logement. Les nouveaux habitants étant généralement plus riches que les autochtones, ceux-ci craignent de ne plus pouvoir se loger dans leur coin. Dans le plateau des Mille Vaches, par exemple, qui est à cheval sur le sud de la Creuse et le nord de la Corrèze, et qui accueille beaucoup plus de néo-ruraux que le reste du Limousin, les revenus moyens ont beaucoup plus augmenté que dans le reste du Limousin. Des chercheurs ont mené des entretiens avec les populations locales qui tendraient à confirmer l'influence de ces nouveaux résidents dans cette augmentation moyenne des revenus des ménages, soulignant la différence entre population locale et population récemment implantée. Personnellement, je suis originaire de la campagne bretonne et là-bas, les gens disent aussi que le prix des logements augmente et craignent aussi de ne plus pouvoir se loger. Ils parlent de crise du logement et attribuent ça à l'arrivée très récente de Parisiens dans la région, qui sont notamment arrivés pendant le Covid. Enfin, on peut mentionner les conflits liés à l'usage du terrain. Par exemple, dans le village de Havelock, qui compte 756 habitants et se trouve dans le sud-ouest du Québec, des chercheurs ont mené des entretiens où les villageois ont dit « Si seulement les gens de la ville se ramassent en campagne, il va y avoir de belles maisons mais moins d'agriculture. » Ou encore « À tel endroit, il y avait un verger qui était bien entretenu, mais la nouvelle propriétaire veut en faire une forêt. Et donc elle a détruit ce que le gars avait mis 40 ans à réaliser. » Les paroles des habitants de Havelock très anciennement implantés
montre bien qu'il y a des conflits d'usage. Toutefois, la campagne, ce ne sont pas que des conflits entre deux groupes sociaux qui seraient d'un côté les ruraux et de l'autre les néo-ruraux. En vrai, c'est quand même beaucoup plus nuancé que ça. En effet, dans l'étude sur Havelock que j'ai citée tout à l'heure, une majorité des gens interrogés sont en fait satisfaits de leur relation de voisinage, même quand leur voisin appartient à l'autre groupe. Et ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de néo-ruraux qui cherchent vraiment à s'intégrer à la population locale et même finissent par avoir beaucoup en commun avec les anciens ruraux en termes d'attachement aux paysages locaux. Initialement attachés aux secteurs avoisinant leurs propriétés, les néo-ruraux en viennent, tout comme les anciens, à s'identifier à leur localité et ils deviennent des ruraux à part entière, au même titre que ceux qui sont implantés depuis très longtemps. L'Institut national de la recherche agronomique, ou INRA, a réalisé une étude sur les conflits de voisinage en zone rurale et est arrivé à la conclusion que si ceux entre ruraux et néo-ruraux sont très médiatisés, ils sont en fait très peu nombreux et ne reflètent absolument pas les relations entre ces deux groupes. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer. Déjà, en zone rurale, les conflits sont plus rares que dans les villes ou les zones périurbaines parce que les densités de population sont plus faibles, ce qui limite la concurrence entre les personnes sur les espaces. Les tensions ne sont pas pour autant absentes des campagnes, mais elles portent plus sur des enjeux plus sérieux que le chant du coq ou les vaches du voisin. Ces enjeux vont être notamment des questions d'infrastructure, l'installation d'usines de traitement des déchets, le tracé des routes, de voies ferrées, la construction de tunnels comme le tunnel du Somport dans le Béarn, qui est une source de conflit, mais aussi d'aéroports avec le cas emblématique de Notre-Dame-des-Landes à côté de Nantes. On peut aussi citer les prisons, les usines polluantes, les carrières ou même les installations de parcs d'éoliennes. Typiquement, c'est un truc que tout le monde veut, mais pas à côté de chez lui. Et ce genre de projet d'aménagement cristallise beaucoup plus les tensions que le chant du coq. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos, à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement et à me suivre sur les réseaux sociaux. Et si vous avez envie de soutenir la chaîne financièrement, le lien est dans la description.